Et l'invité de France Info ce matin est l'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Êtes-vous toujours membre du Parti Socialiste? Oui, bien sûr. Alors, le Parti Socialiste, votre parti donc se cherche un chef. Olivier Faure, qui est président du groupe socialiste, on appelle ça la Nouvelle Gauche, à l'Assemblée nationale, se déclare candidat dans le journal Le Monde pour diriger le Parti Socialiste. J'ai envie, dit-il, de conduire à la renaissance des socialistes. Je suis candidat pour être le premier responsable du PS. Et hier, c'était votre ancien collègue ministre de l'Agriculture, Michel Sapin. Il s'agit de Stéphane Le Foll qui s'est déclaré candidat et il expliquait sa démarche sur BFM hier matin. Je serai candidat, j'ai réfléchi depuis 5-6 mois, j'ai écrit un texte, j'ai travaillé. Le Parti Socialiste a besoin à la fois de se renouveler, de s'adapter, d'être à nouveau entendu. Et c'est ce que je propose aux militants, puisque c'est à eux maintenant de trancher. Voilà, c'est les militants qui vont trancher. Luc Carvounas, qui est député, est également candidat. Emmanuel Morel devrait l'être. C'est un autre dirigeant socialiste, peut-être Julien Drey. Qu'est-ce que vous pensez de cette profusion de candidatures, Michel Sapin? Est-ce que vous y trouvez votre compte? Dans un premier temps, je me dis, s'il y a autant de gens de qualité, hommes et je l'espère femmes, Oui, pour qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre à la direction de ce parti socialiste, quel que soit son nom, c'est qu'il y a encore un avenir pour le socialisme. C'est qu'il y a encore de quoi se battre. Vous déduisez ça de cet afflux de candidatures? Oui, certains pourront dire, puisqu'il y a plein de monde qui se bat, c'est donc que ça n'est plus intéressant. Non, objectivement. S'il y en a beaucoup qui ont envie aujourd'hui, et sincèrement, les uns et les autres le font avec beaucoup de sincérité, d'être présents dans ce débat, c'est qu'ils savent, comme moi, comme beaucoup d'autres, d'une génération précédente, que le socialisme n'est pas soluble dans le macronisme, que le socialisme ne s'est pas éteint ou n'a pas été porté à la tombe avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Nous venons de loin et nous continuerons à aller loin, même s'il y a des périodes, celle-ci en fait partie, particulièrement difficiles à vivre. Donc tant mieux. Donc vous avez de l'espoir pour le Parti Socialiste? Autant de talents, autant parfois de jeunes qui ont envie de participer à cette reconstruction. Il y a un mais. Quel est-il? Le mais, c'est qu'il ne faut pas que cette profusion de talents ou ces volontés d'être présents dans ce débat aboutissent à des différenciations qui ne seraient pas des différences de fond. Qu'il y ait des différences de fond et des débats au Parti Socialiste, au fond, c'est ce qu'a fait, on le disait autrefois, sa richesse, mais je le crois profondément. C'est ce qui fait que le Parti Socialiste est capable de rassembler des gens d'horizons différents, parfois sur certains sujets ayant des pensées différentes, mais qui savaient que c'était par l'union des socialistes qu'on était en capacité d'apporter le meilleur de soi-même, c'est-à-dire la gestion, la prise des manettes, la prise de responsabilité et du pouvoir en France. Donc, profusion ne doit pas être différenciation, comme certains aujourd'hui l'écrivent dans la presse, guerre des égaux. Là, ce serait dangereux pour nous tous. Est-ce que parmi les candidats déclarés, il y en a un qui a votre préférence, Michel Sapin? Ma réponse est non. Et si vous attendez qu'aujourd'hui je dise celui-là est un bon, celui-là est un mauvais, je pense que vous serez déçus. Mais vous savez bien, je ne le ferai pas. Il n'y en a pas encore? Ou il n'y en a pas? D'abord, vous avez raison de dire encore, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore à la fin du processus. C'est ça. Et que d'ici la fin du processus, 27 janvier, il peut y en avoir plus. 2, il peut y avoir des rassemblements qui se fassent autour de un parmi ceux-là. C'est évidemment ce que je souhaite. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas à dire celui-là porte la bonne casaque et celui-là n'a pas de la bonne couleur. Vous aimeriez qu'il y ait moins de candidats? Je pense que des candidatures sont légitimes, sont porteuses de quelque chose lorsqu'elles sont le reflet d'une pensée différente. On va préciser ça, parce oui, que on va dire les sinon choses on va très pas simples. comprendre. Olivier Faure et Stéphane Le Foll, il y en a un de trop, parce qu'ils passent en la même chose. Je vais le dire autrement. Emmanuel Morel a toujours eu des positionnements au sein du Parti Socialiste qui étaient différents de ceux de la majorité du Parti Socialiste. Qu'il veuille aujourd'hui défendre cette pensée, parfois même très critique par rapport à la période où nous avons été au pouvoir, c'est parfaitement légitime. Que des hommes ou des femmes qui ont participé à ces 5 dernières années, que ce soit au gouvernement, que ce soit au groupe, que ce soit à la direction du parti, qui, s'ils écrivent les choses sur un papier, vont écrire la même chose pour demain, viennent ensuite se confronter devant les militants, là, je pense qu'il y aurait quelque chose de peu compréhensible. D'accord. Donc vous espérez qu'entre Stéphane Le Foll et Olivier Faure, un dialogue qui visiblement n'a pas encore existé se noue pour que l'un des deux renonce, mais il y a un autre problème peut-être. Stéphane Le Foll, il est associé depuis longtemps à l'action des socialistes. Il a été ministre pendant 5 ans et on voit bien avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée qu'il y a une demande générationnelle qui existe. Est-ce qu'un ancien ministre comme Stéphane Le Foll n'a pas un peu lui aussi l'obligation de tourner la page et de laisser d'autres que lui incarner le Parti Socialiste? C'était pendant
plusieurs semaines, le nom de Najat Belkacem a été prononcé. Elle a été ministre pendant 5 ans de François Hollande et personne ne lui opposait un argument générationnel. Il y a une différence entre Stéphane Le Foll et Najat Vallaud-Belkacem. Oui, je vois bien, il y a une différence, pas au genre ou au sexe. De genre. Mais à l'âge. De l'âge, oui, mais on n'a pas bien. parlé de générationnel. Donc si c'est juste une question d'âge, je pense que ce sont des choses qu'il faut laisser de côté jusqu'à un certain point, puisque Stéphane Le Foll, lui, a entre 50 et 60 ans. Il n'est pas daté, Stéphane Le Foll. D'autres peuvent avoir plus de 60 ans et simplement. Peuvent, il n'est pas un peu daté. Considérer que c'est aux générations suivantes de prendre aujourd'hui et le pouvoir et la responsabilité. Non, je n'aime pas cet argument-là. Je ne le crois pas valable. Vous savez, si je regarde le parcours de Stéphane Le Foll et celui de Olivier Faure, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie de chacun, ils ont tous les deux, pendant de très nombreuses années, été des collaborateurs, les premiers collaborateurs de François Hollande. Et l'idée suivant laquelle le bon candidat serait celui qui est le moins proche de François Hollande, alors que, par exemple, Olivier Faure a été le président d'un groupe socialiste et il a été parfaitement loyal, il a soutenu l'action du gouvernement pendant des mois et des mois, je trouve que c'est une idée qui est un peu biscornue. Voilà. Donc que l'on cherche éventuellement des différences sur le fond, je n'en vois pas, mais que surtout on cherche à se rassembler, parce que ce dont nos militants, ceux qui sont attachés au socialisme en France ont besoin, l'espoir qu'il faut leur redonner, c'est ce coup de pied au fond de la piscine, qui nous permet de remonter progressivement, de ressurgir, d'être de nouveau dans le débat. Et ce coup de pied, il ne peut pas être donné par des débats inutiles. Et donc, le dépôt des candidatures définitives, c'est le 27 janvier, et on verra... Eh bien, il reste encore du temps. Pas beaucoup, mais voilà. Et l'élection, c'est fin mars. 17 jours, et l'élection, effectivement, c'est fin mars. Un débat télévisé, ça serait une bonne idée ou pas, entre les candidats ? On verra le 27. Tout aujourd'hui doit se faire par des débats télévisés. Si ça ne se fait pas ici, ça se fera ailleurs. Donc, non, mais par exemple, chez les Républicains, ils n'en ont pas fait. À partir du moment où il y a des débats, ils doivent passer par les canaux qui sont ceux qui aujourd'hui nourrissent en quelque sorte l'opinion des Français, mais en particulier l'opinion des militants socialistes. Donc je ne vois aucun inconvénient. Dès lors que les débats ne sont pas des postures, pas des débats sur les personnes, mais des débats sur le fond. Vous restez avec nous, Michel Sapin, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Fin de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, 3 jours consacrés à l'environnement notamment. Le président était ce matin sur les hauteurs de Pékin pour découvrir un satellite franco-chinois qui sera capable de mesurer les effets du vent sur les océans pour prévoir les tempêtes. Visite économique aussi, avec une commande pour Airbus de 184 à 320. De retour de Pékin, Emmanuel Macron attendu à Rome ce soir pour un mini-sommet sur la crise migratoire. L'Italie, la Grèce, l'Espagne notamment autour de la table, alors qu'un nouveau naufrage a eu lieu hier au large de la Libye. Une centaine de migrants portés disparus, 17 seulement ont pu être sauvés. Plus de 3000 morts au total l'an dernier en Méditerranée. 80 km/h sur les routes secondaires à partir du 1er juillet prochain. On ne va pas augmenter le nombre de radars, assure ce matin la ministre des Transports sur France Inter. Elisabeth Borne confirme que les recettes éventuelles supplémentaires de PV seront consacrées à l'accompagnement des victimes des accidents de la route. Le cercueil de France Gall exposé à partir de 9h tout à l'heure au funérarium du Mont-Valérien. Le public va pouvoir lui rendre un dernier hommage jusqu'à demain avant ses obsèques vendredi. Cérémonie civile qui sera réservée à ses proches. La chanteuse sera ensuite inhumée au cimetière de Montmartre aux côtés de son époux Michel Berger et de sa fille Pauline. France Info. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Vous le disiez tout à l'heure, Michel Sapin, vous avez la conviction que la République en marche n'occupe pas tout l'espace de la social-démocratie. Mais ça, c'est une pétition de foi. Dans les faits, c'est quand même ce qui a l'air de se passer. Plus d'espace pour le Parti socialiste. Aujourd'hui, la République en marche occupe un énorme espace politique. Par sa majorité, par son président, par son gouvernement, par son action. Et ce que l'on commente, c'est normal, c'est l'actualité. Et l'actualité, c'est cette majorité-là. Mais le projet d'Emmanuel Macron est un projet social-démocrate, c'est la même chose. Là-dessus, non, parce que dans ce point-là, de ce point de vue-là, les choses se jugent sur les faits. Et alors ? Je vais prendre un exemple. La social-démocratie, elle est pro-européenne, profondément pro-européenne. Oui. Sur ce point-là, le projet défendu par Emmanuel Macron, c'est un projet que partagent les sociodémocrates. Cette foi européenne, cette volonté d'affirmer une France dynamique dans l'Europe. Mais je vais prendre un autre exemple. Ouais. Le cœur même de la social-démocratie, du socialisme, c'est la lutte contre les inégalités et la lutte contre les injustices d'une manière générale. Et parmi ces inégalités, il y a évidemment les inégalités de revenus. Et quand on met en place, avec fracas,
la politique fiscale nouvelle qui vient d'être applicable à partir du 1er. La CSG va augmenter, d'autres vont baisser, mais au bout du compte, ce sont plus d'impôts pour les plus faibles et beaucoup moins d'impôts pour les plus riches. À un moment donné, il y avait un intérêt pour savoir combien allaient bénéficier les 100 premiers bénéficiaires des réformes fiscales d'Emmanuel Macron, avec la suppression de l'ISF et en particulier aussi la modalité d'imposition des revenus du capital. C'est moi-même d'ailleurs qui avais posé cette question. Je souhaite savoir combien, non pas chacun, mais les 100 premiers. Les 100 premiers. On a le chiffre. 1,5 million d'euros. Chaque année, les 100 premiers bénéficiaires, qui sont déjà parmi les plus riches des Français, évidemment, vont bénéficier d'1,5 million d'euros, un chèque d'1,5 million d'euros. Un grand appartement parisien, tous les ans. Pendant ce temps-là, les retraités qui ont plus de 1 400 euros vont avoir une CSG qui va augmenter et un pouvoir d'achat qui va baisser. Je prends juste cet exemple-là. C'est le candidat des riches, Emmanuel Macron. Non, mais je c'est ce qu'on déduit de vos propos. Oui, mais je n'aime pas ces simplifications. Mais c'est ce que vous dites. Non, ce que je dis, c'est que ces réformes vont aggraver les inégalités et non pas réduire les égalités. Et vous me dites, est-ce que nous sommes dans une politique social-démocrate? Non. Une politique qui aggrave les inégalités n'est pas une politique social-démocrate. Donc c'est une politique que vous qualifiez comment? On peut le chercher comme on voudra. Je pense dites-nous on aurait l'habitude de dire dans nos schémas social-démocrates, c'est une politique libérale au sens économique et social libéral. Et donc en France, le libéralisme, il est plutôt de droite. Il y a d'autres aspects de la politique, c'est la complexité de la politique menée par Emmanuel Macron. Il y a d'autres aspects qui peuvent être partagés évidemment par la gauche. Mais sur ce point-là, qui est quand même fondamental, où va le pouvoir d'achat supplémentaire de par les décisions? Aujourd'hui, les plus riches sont les grands bénéficiaires des politiques qui ont été décidées. En tout cas, Emmanuel Macron assume sa différence avec son prédécesseur. Il ne le nomme jamais, il l'appelle son prédécesseur, donc François Hollande. On écoute Emmanuel Macron. J'ai pris la décision de ne pas avoir une présidence bavarde, de ne pas parler tout le temps, parce qu'il faut que la parole présidentielle garde de la solennité. On ne juge pas l'action président de la République simplement un indicateur. C'est un de mes désaccords avec mon prédécesseur qui peut-être avait considéré qu'il pouvait y avoir une espèce de réglage selon les cours. Il y a 5 ans, mon prédécesseur a augmenté massivement l'ISF, il a créé une taxe à 75%. Oui. Est-ce que ça a rapporté beaucoup d'argent? On disait les chiffres allaient être magnifiques. Non. Non, ça n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Ça vous agace quand vous l'entendez comme ça parler de son prédécesseur? Ça date un peu déjà. Hein. Ça, c'est fin septembre sur TF1. Oui, ça date déjà un peu. Ça date déjà un peu. À un moment où les commentaires étaient sur, comment dirais-je, une virulence dans la relation entre les deux hommes. Je pense que cette virulence n'est plus aujourd'hui d'actualité, et tant mieux. Ah bon? C'est vrai? Non, parce que pourquoi? Parce qu'ils se parlent tous les deux? Parce que ça n'a aucun intérêt pour le président de la République. Parce que là, vous avez des informations qui vous permettent de dire ça? D'être dans une vindicte inutile, et ça ne présente évidemment aucun intérêt. Et ça n'est pas du tout dans la personnalité de François Hollande d'avoir quelques vindictes que ce soit vis-à-vis de son prédécesseur. Ils se reparlent tous les deux? Successeur, pardon. Oui, ils se reparlent un peu? Je ne sais rien. Moi, je n'écoute pas les téléphones des uns et des autres. Je n'en sais rien. Mais je dis qu'en tous les cas, s'il y a débat, il peut y avoir débat. Ça doit être un débat qui soit respectueux, un débat serein entre les uns et les autres. Je crois qu'il est en train de le redevenir, et moi je dis tant mieux. Ah d'accord, il y a un apaisement. Tiens, bon, et François Hollande... Vous n'avez pas remarqué, François Hollande s'est exprimé, pas beaucoup, très peu. Il s'est exprimé fin novembre. On ne peut pas dire que c'était vraiment une post-présidence bavarde. Fin novembre, mais à chaque fois qu'un mot était prononcé, c'était interprété comme étant une réponse, ce qui n'est pas forcément le cas, à Emmanuel Macron. Il s'est exprimé effectivement fin novembre sur RTL. Oui. Il a dit les choses assez calmement et sereinement. Oui, et je crois que depuis cette date-là, s'est ouvert une autre période, qui n'est pas une période de bienveillance automatique. Si François Hollande a des critiques à faire, il les fera avec le plus de tranquillité, le plus de sérénité possible. Et s'il a des soutiens à apporter, il le fera. Je souhaite que ce soit le cas dans les deux sens. Bon, il va peut-être aller dîner à l'Élysée, puisque tous ses prédécesseurs y sont passés, mais lui, pas encore. Écoutez, est-ce que son objectif, après avoir dîné à l'Élysée pendant des soirées et des soirées, c'est d'y retourner? Je ne suis pas sûr. Enfin, il avait parlé de sacrifices cet été à Angoulême, on s'en souvient, c'était sa première déclaration. Oui, mais les sacrifices, je viens de les décrire. Quand vous demandez plus à un retraité qui gagne 1 400 euros pour donner 1,5 million à quelqu'un qui en gagne déjà beaucoup, 2 millions, je pense qu'on est là. C'était pas le meilleur moyen d'apaiser les relations entre les deux hommes. Bref.
on peut passer... On a le droit de débattre, d'être en désaccord, sans être dans une sorte de colère ou de vindicte particulière. Vous voyez les sondages, Michel Sapin, vous savez qu'ils sont intéressants, qu'ils disent quelque chose, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais ils révèlent des tendances. IFOP Paris Match hier, Emmanuel Macron et d'ailleurs son Premier ministre grimpent encore. Il y a une espèce de confiance de confiance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps sur la scène politique française. Comment vous l'analysez, Il y a deux choses. La première, c'est qu'objectivement, la situation économique de la France, et donc par conséquent la situation de l'emploi, au cours de cette année 2017, c'est un peu amélioré. C'est vraiment amélioré. La courbe s'est inversée. On peut dire, non, elle s'était inversée auparavant, mais laissons cette pauvre courbe qui a été, sur laquelle il a été... la paternité on ne cherchera pas les paternités dans ce domaine-là. À un moment donné, on ne sait plus qui est le père et qui est la mère. Mais c'était vous, c'est pas grave. Mais les choses se sont véritablement améliorées. Donc ça fait du bien, d'accord. Entre nous soit dit, quelle est la part d'Emmanuel Macron, quelle est la part de François Hollande? Celui qui est capable de me le dire précisément, qui me le dise. Vous avez une idée? Non, mais je vois bien que... Dites-nous. Attendez, vous étiez au cœur du réacteur. Je vais prendre les chiffres purement objectifs. La croissance française est aujourd'hui presque autour de 2%. Presque autour de 2%. 9. Oui, on n'est pas prêt. Je pense que pour 2017, on sera quasiment à 2%. Okay. C'est composé de quoi? D'un premier semestre où il y a eu de mémoire 0,5 et 0,6 de croissance, et d'un deuxième semestre où de mémoire il y a eu, où on prévoit 0,5 et 0,6 de croissance. Donc 50-50, vous voulez nous dire, c'est ça? Oui, enfin, disons que l'élan a été donné à un moment donné, et c'est normal, il y avait des réformes qui ont porté, et j'allais dire c'est normal, les réformes qui ont pu être votées sous Emmanuel Macron n'ont pas encore aujourd'hui porté leurs fruits. Donc il y a une amélioration réelle. Mais il y a une deuxième chose. Tant qu'il n'y aura pas, dans l'esprit des Français, une alternative, tant qu'il n'y aura pas une capacité de se dire, bon, sur ce point-là, je suis mécontent de ce que fait Emmanuel Macron, mais il y en a un autre qui est pour moi une perspective. Tant qu'il n'y aura pas cela, eh bien, on en revient à quoi? On se dit, bon, finalement, on va attendre un peu encore et on va faire confiance à Emmanuel Macron. D'où l'intérêt des premières questions que vous me posiez sur la reconstruction, en particulier à gauche, d'une alternative crédible. Michel Sapin, vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Des femmes libèrent une autre parole. Le titre originel de la tribune, signé par une centaine de femmes hier dans Le Monde. Parmi elles, l'écrivaine Sarah Chiche. Elle défend ce matin sur France Info la liberté d'opportuner et refuse de mettre sur le même plan la drague lourde et le viol. Une trentaine de militantes féministes lui répondent et les accusent en retour de vouloir refermer la chape de plomb soulevée par l'affaire Weinstein. Lancement officiel des soldes d'hiver ce matin à Orléans et non depuis les grands magasins parisiens comme c'est l'usage. Autre nouveauté, ce sera pour l'année prochaine, des soldes réduites de 4 contre 6 semaines actuellement. C'était une demande des commerçants, elle a donc été reprise par le gouvernement qui réfléchit aussi à une nouvelle journée type Black Friday au printemps. Après Stéphane Le Foll, vous en parliez, c'est au tour d'Olivier Faure, patron des députés PS, d'annoncer sa candidature à la tête du Parti Socialiste. Luc Carvounas s'est déjà lancé et Julien Drey, lui, y pense et pas seulement en se rasant. Les clôtures des candidatures le 27 janvier, et les militants trancheront eux lors du congrès, ce sera fin mars. Monaco est la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Victoire 2-1 à Nice, 2 des 3 buts validés après recours de l'arbitre à l'assistance vidéo. C'était le premier test grandeur nature lors d'un match entre équipes de Ligue 1. France Info. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Est-ce que François Hollande s'occupe de cette élection à la tête du PS? Il s'y intéresse. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a premièrement dirigé pendant longtemps en fait, le Parti Socialiste et dont toute la vie politique est marquée par le socialiste se désintéresse d'un parti auquel il appartient? Toujours membre du Parti Socialiste. Un parti auquel il appartient, et je pense qu'il aura à cœur, y compris sans forcément donner le sens de son vote évidemment, mais il aura à cœur de participer, y compris à la désignation du prochain premier secrétaire. Donc il s'y intéresse. François Hollande votera pour cette élection. Je redis. C'est ça, c'est ce que vous dites. Il votera pour cette Oui, élection. je pense. Enfin, il n'y a aucune raison. C'est un militant. Il est resté militant. Il y a une période de sa vie où il est président de la République, il est président de tous les Français. Enfin, il s'intéresse quand même à l'avenir du socialisme et à la reconstruction de son parti. Mais je le dis aussi très clairement, après lui, parce que dans cette interview de novembre, il le disait lui-même, il ne lui appartient pas de désigner le futur premier secrétaire. Et il disait même avec humour que ce ne serait pas un service à rendre à celui auquel éventuellement il apporterait son soutien. Donc voilà, il s'y intéresse, il parle avec les uns et les autres. Ce qu'il pourra faire pour faire en sorte que
la réunion de ceux qui pensent pareil se fasse sur un seul nom, il le fera, mais il ne fera pas de choix, il n'a pas à faire de choix entre les individus. Mais ce que vous dites, Michel Sapin, c'est qu'il va essayer de travailler à la réunion de ces candidats. Il va s'impliquer un peu dans les 15 jours qui viennent. Je pense que tout socialiste de bonne volonté, il en fait partie. Mais certains ont plus d'autorité que d'autres pour le faire. Oh, ça se discute de ce point de vue-là, puisque parfois, parfois il est pris, vous l'avez vous-même dit, il est pris comme un élément de différenciation. Est-ce que tu es plus ou moins proche de lui ou pas? Bon, donc à manier avec précaution, mais c'est son rôle, c'est pas le rôle qui lui impute à lui tout seul, mais nous aurons tous à cœur de faire en sorte que s'il y a un débat, et pourquoi pas au sein du Parti socialiste, soit un débat sur les propositions et les idées, et pas sur les postures et les hommes ou les femmes. Je voulais vous faire entendre, Michel Sapin, un autre dirigeant politique qui a été socialiste, qui ne l'est visiblement plus. Vous avez été son ministre, Manuel Valls et Sévère, avec le Parti socialiste. On l'écoute. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, ce qu'est devenu le Parti socialiste. L'histoire du Parti socialiste est derrière nous. Et donc moi j'ai tourné cette page. Le PS est mort aujourd'hui ? Oui, je le crois. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Manuel Valls, Michel Sapin ? C'est difficile pour moi parce que ça a été un très bon Premier ministre. Je parle en connaissance de cause. J'ai travaillé comme ministre sous 6 premiers ministres au cours de cette 5e République. Et donc c'était un très bon Premier ministre, un des tout premiers Premiers ministres avec lesquels puisque vous avez été ministre, 6 premiers ministres, vous avez été ministre début des années 90. Voilà, je le dis. On ne va pas reprendre tout le cursus. Non. Mais j'ai commencé très jeune. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai travaillé avec lui avec beaucoup de plaisir. Et il y a certains aspects de sa pensée que je peux partager. Là, il m'a fait mal. Il m'a fait mal parce que sa place était au sein du Parti socialiste, y compris pour aider à reconstruire ce Parti socialiste. Je pense que c'est plus un effet de lassitude, peut-être... Il a été rejeté par les militants lors de la primaire, assez sévèrement. Oui, bien sûr. Mais enfin, si à chaque fois qu'on est rejeté à la primaire, Ségolène Royal n'aurait jamais été candidate, elle l'a été au moins une fois, elle n'aurait pas été, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de primaires et on restait au sein du Parti socialiste. Donc, vraiment, je regrette profondément qu'il ait souhaité quitter le Parti socialiste pour aller nulle part, puisqu'il n'y a pas eu d'autre part qui veuille bien l'accueillir. Moi, je garde pour Manuel Valls amitié, respect, et j'espère qu'il ne perdra pas de vue une chose, c'est qu'il doit appartenir à la grande pensée socialiste, à la grande famille socialiste. Je dis grande, parce que plus la famille est grande, et plus elle peut avoir des enfants un peu dispersés. Mais lui a tourné la page, il dit le Parti socialiste est mort. Mais on peut toujours dire du Parti socialiste d'aujourd'hui, la SFIO est morte, il y a eu un autre parti, etc. On peut là prendre toute l'histoire du socialisme, on a changé, je ne sais pas combien, pas énormément, mais enfin au moins 4 ou 5 fois de nom. Donc c'est pas une histoire de nom, c'est même pas une histoire de personne, c'est une histoire de valeurs, c'est une histoire d'inscription, c'est un sillon, le socialisme. C'est pas un moment, c'est pas un concours de circonstances, peut-être comme celui qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Peut-être pas qu'un concours de circonstances, mais... D'accord. Deux questions de société pour terminer. Vous avez longtemps été élu local, vous êtes toujours attaché, je pense, à votre commune d'Argenton-sur-Creuse. Qu'est-ce que vous pensez de la limitation à 80 km/h sur ces routes départementales? Il doit y en avoir dans votre département. Oui, bien sûr. Moi, je dirais à tous, évitez surtout la démagogie sur ce sujet. La vie ou la mort, sur nos petites routes, elle est réelle. Ça compte beaucoup plus que toute autre chose. Donc, si le gouvernement, parce qu'il a en main les chiffres, les statistiques, a considéré qu'il était nécessaire de baisser la vitesse sur les routes secondaires... Les élus locaux disent ça, c'est des décisions qu'on prend à Paris, sans bien connaître la situation sur le terrain. Je connais ce raisonnement-là. Je peux en comprendre une partie. C'est peut-être ce que me diront les Argentenais lorsque j'y retournerai vendredi prochain. Mais il ne faut pas faire de démagogie dans ce domaine-là. À chaque fois qu'une décision un peu difficile a été prise dans ce domaine, on a réussi à faire baisser le nombre de morts. Le nombre de morts aujourd'hui est plutôt légèrement à la hausse. Il était nécessaire de réagir. Un collectif de 100 femmes publie un texte dans Le Monde que l'on peut lire aujourd'hui. Hier, nous ne reconnaissons pas, titre ce texte, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui prend le visage d'une haine des hommes. Elle trouve que la culpabilisation a été trop importante lors des opérations Balance ton port ou MeToo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel Sapin ? D'abord, je pense que c'est bien qu'il y ait un débat entre femmes pour éviter que ça apparaisse un débat entre femmes et hommes, parce que c'est un sujet qui concerne profondément les femmes d'une manière ou d'une autre. Donc que ce débat soit ouvert entre femmes, dès lors qu'il est respectueux entre elles, je trouve que c'est une bonne chose. Mais il y a une chose qui est certaine, pour reprendre une des craintes exprimées, le couvercle ne doit pas se refermer.
La parole, dès lors qu'elle est maîtrisée, dès lors qu'elle est judiciarisée, dès lors qu'elle est faite en respectant les autres et en respectant les lois, la parole libérée des femmes aujourd'hui est une bonne chose. Merci beaucoup Michel Sapin. Bonne journée à vous. Merci.